13. La voix du rossignol. Quand Tristan, rentré dans la cabane du forestier Ori, eut rejeté son bourdon et dépouillé sa chape de pèlerin, il connut clairement en son cœur que le jour était venu pour tenir la foi jurée au roi Marc et de s'éloigner du pays de Cornouailles. Que tardait-il encore? La reine s'était justifiée, le roi la chérissait, il l'honorait. Arthur, au besoin, la prendrait en sa sauvegarde, et désormais nulle félonie ne prévaudrait contre elle. Pourquoi plus longtemps rôder aux alentours de Tintagel? Il risquait vainement sa vie, et la vie du forestier, et le repos d'Iseux. Certes, il fallait partir, et c'est pour la dernière fois, sous sa robe de pèlerin, à la blanche lande, qu'il avait senti le beau corps d'Iseux frémir entre ses bras. 3 jours encore il tarda, ne pouvant se déprendre du pays où vivait la reine. Mais quand vint le 4e jour, il prit congé du forestier qui l'avait hébergé et dit à Gorvenal: « Beau maître, voici l'heure du long départ, nous irons vers la terre de Galles. » Ils se mirent à la voie tristement dans la nuit. Mais leur route longeait le verger enclos de pieux où Tristan jadis attendait son ami. La nuit brillait, limpide. Au détour du chemin, non loin de la palissade, il vit se dresser dans la clarté du ciel le tronc robuste du grand pin. « Beau maître, attends sous le bois prochain. Bientôt je serai revenu. »« Où vas-tu, fou, veux-tu sans répit chercher la mort ?» Mais déjà d'un bond assuré, Tristan avait franchi la palissade de pieux. Il vint sous le grand pin près du perron de marbre clair. Que servirait maintenant de jeter à la fontaine des copeaux bien taillés? Iseux ne viendrait plus. À pas souples et prudents, par le sentier qu'autrefois suivait la reine, il s'approcha du château. Dans sa chambre, entre les bras de Marc dormi, Iseux veillait. Soudain, par la croisée entr'ouverte où se jouaient les rayons de la lune, entra la voix d'un rossignol. Iseux écoutait la voix sonore qui venait enchanter la nuit, et la voix s'élevait plaintive, et telle qu'il n'est pas de cœur cruel, pas de cœur de meurtrier qu'elle n'eût attendri. La reine songea, d'où vient cette mélodie? Soudain, elle comprit. Ah, c'est Tristan. Ainsi, dans la forêt du Mauroy, il imitait, pour charmer, les oiseaux chanteurs. Il part, et voici son dernier adieu. Comme il se plaint, tel le rossignol quand il prend congé en fin d'été, à grande tristesse. Ami, jamais plus je n'entendrai ta voix. La mélodie vibra plus ardente. Ah, qu'exiges-tu? Que je vienne? Non. Souviens-toi d'Augrin l'ermite et des serments jurés. Tais-toi, la mort nous guette. Qu'importe la mort, tu m'appelles, tu me veux, je viens. Elle se délaça des bras du roi et jeta un manteau fourré de gris sur son corps presque nu. Il lui fallait traverser la salle voisine, où chaque nuit 10 chevaliers veillaient à tour de rôle, tandis que 5 dormaient, les 5 autres, en armes, debout devant les huis et les croisées, guettaient au dehors. Mais par aventure, ils s'étaient tous endormis, 5 sur des lits, 5 sur les dalles. Iseux franchit leurs corps épars, souleva la barre de la porte. L'anneau sonna, mais sans éveiller aucun des guetteurs. Elle franchit le seuil, et le chanteur se tut. Sous les arbres, sans une parole, il la pressa contre sa poitrine. Leurs bras se nouèrent fermement autour de leur corps, et jusqu'à l'aube, comme cousus par des lacs, ils ne se déprirent pas de l'étreinte. Malgré le roi et les guetteurs, les amants mènent leur joie et leurs amours. Cette nuitée affola les amants. Et les jours qui suivirent, comme le roi avait quitté Tintagel pour tenir ses plaies à Saint-Lubin, Tristan, revenu chez Ori, osa chaque matin, au clair de lune, se glisser par le verger jusqu'aux chambres des femmes. Un cerf le surprit et s'en fut trouver André, Desnoëlènes et Gwendoline. « Seigneur, la bête que vous croyez délogée est revenue au repère. »« Qui? Tristan. Quand l'as-tu vu? »« Ce matin, et je l'ai bien reconnu. Et vous pourrez pareillement demain à l'aurore le voir venir, l'épée sainte, un arc dans une main,
2 flèches dans l'autre. Où le verrons-nous? Par telle fenêtre que je sais. Mais si je vous le montre, combien me donnerez-vous? 30 marcs d'argent, et tu seras un manant riche. Donc écoutez, dit le cerf. On peut voir dans la chambre de la reine par une fenêtre étroite qui la domine, car elle est percée très haut dans la muraille. Mais une grande courtine tendue à travers la chambre masque le pertuis. Que demain l'un de vous 3 pénètre bellement dans le verger. Il coupera une longue branche d'épines et l'aiguisera par le bout, qu'il se hisse alors jusqu'à la haute fenêtre et pique la branche, comme une broche, dans l'étoffe de la courtine. Il pourra ainsi l'écarter légèrement, et vous ferez brûler mon corps, Seigneur, si derrière la tenture vous ne voyez pas alors ce que je vous ai dit. André, Gondoïne et Dénoalen débattirent lequel d'entre eux aurait le premier la joie de ce spectacle, et convinrent enfin de l'octroyer d'abord à Gondoïne. Ils se séparèrent. Le lendemain à l'aube, ils se retrouveraient. Demain à l'aube, beau Seigneur, gardez-vous de Tristan. Le lendemain, dans la nuit encore obscure, Tristan, quittant la cabane d'Ori le forestier, rampa vers le château, sous les épais fourrés d'épines. Comme il sortait d'un hallier, il regarda par la clairière et vit Gondoïne qui s'en venait de son manoir. Tristan se rejeta dans les épines et se tapit en embuscade. « Adieu, fais que celui qui s'avance là-bas ne m'aperçoive pas avant l'instant favorable. » L'épée au poing, il l'attendait. Mais par aventure, Gondoïne prit une autre voie et s'éloigna. Tristan sortit du hallier, déçu, banda son arc, visa. Hélas, l'homme était déjà hors de portée. À cet instant, voici venir au loin, descendant doucement le sentier, à l'amble d'un petit palefroid noir, Dénoalen, suivi de 2 grands lévriers. Tristan le guetta, caché derrière un pommier. Il le vit qui excitait ses chiens à lever un sanglier dans un taillis. Mais avant que les lévriers l'aient délogé de sa bauge, leur maître aura reçu telle blessure que nul médecin ne saura le guérir. Quand Dénoalen fut près de lui, Tristan rejeta sa chape, bondit, se dressa devant son ennemi. Le traître voulut fuir, vainement. Il n'eut pas le loisir de crier « Tu me blesses », il tomba de cheval. Tristan lui coupa la tête, trancha les tresses qui pendaient autour de son visage et les mit dans sa chausse. Il voulait les montrer à Iseux pour en réjouir le cœur de son ami. Hélas, songeait-il, qu'est devenu Gondoïne? Il s'est échappé. Que n'ai-je pu lui payer même salaire? Il essuya son épée, la remit en sa gaine, traîna sur le cadavre un tronc d'arbre, et laissant le corps sanglant, il s'enfuit le chaperon en tête vers son ami. Au château de Saint-Agel, Gondoïne l'avait devancé. Déjà grimpé sur la haute fenêtre, il avait piqué sa baguette d'épines dans la courtine, écarté légèrement 2 pans de l'étoffe, et regardait au travers la chambre bien jonchée. D'abord il n'y vit personne que Pérénice, puis ce fut Brangien qui tenait encore le peigne, dont elle venait de peigner la reine aux cheveux d'or. Mais Iseux entra, puis Tristan. Il portait d'une main son arc d'aubier et 2 flèches, dans l'autre il tenait 2 longues tresses d'homme. Il laissa tomber sa chape, et son beau corps apparut. Iseux la blonde s'inclina pour le saluer, et comme elle se redressait, levant la tête vers lui, elle vit projetée sur la tenture l'ombre de la tête de Gondoïne. Tristan lui disait « Vois-tu ces belles tresses? Ce sont celles de Dénoalen. Je t'ai vengé de lui. Jamais plus il n'achètera ni ne vendra écu ni lance. » « C'est bien, Seigneur, mais tendez cet arc, je vous prie. Je voudrais voir s'il est commode à bander. » Tristan le tendit, étonné, comprenant à demi. Iseux prit l'une des 2 flèches, l'encocha, regarda si la corde était bonne, et dit à voix basse et rapide « Je vois chose qui me déplaît. Vise bien, Tristan. » Il prit la pose, leva la tête, et vit, tout au haut de la courtine, l'ombre de la tête de Gondoïne. Que Dieu, fait-il, dirige cette flèche. Il dit, se retourne vers la paroi, tire. La longue flèche siffle dans l'air, émerillon ni hirondelle ne vole si vite, crève l'œil du traître, traverse sa cervelle comme la chair d'une pomme, et s'arrête vibrante contre le crâne. Sans un cri, Gondoïne s'abattit et tomba sur un pieu.
Alors Iseux dit à Tristan: Fuis maintenant, ami. Tu le vois, les félons connaissent ton refuge. André survit, il l'enseignera au roi. Il n'est plus de sûreté pour toi dans la cabane du forestier. Fuis, ami. Périnice le fidèle cachera ce corps dans la forêt, si bien que le roi n'en saura jamais nulle nouvelle. Mais toi, fuis de ce pays pour ton salut, pour le mien. Tristan dit: Comment pourrais-je vivre? Oui, ami Tristan, nos vies sont enlacées et tissées l'une à l'autre. Et moi, comment pourrais-je vivre? Mon corps reste ici, tu as mon cœur. Iseux, ami, je pars, je ne sais pour quel pays, mais si jamais tu revois l'anneau de jaspe vert, feras-tu ce que je te manderai par lui? Oui, tu le sais, si je revois l'anneau de jaspe vert, ni tour, ni fort château, ni défense royale ne m'empêcheront de faire la volonté de mon ami, que ce soit folie ou sagesse. Ami, que le Dieu né en Bethléem t'en sache gré. Ami, que Dieu te garde.